Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Aaron allegedly downloaded millions of academic journals from MIT's network. He believed that academic research shouldn't be hidden behind a paywall. 11 of the 13 charges Aaron faced were violations of the Computer Fraud and Abuse Act. Des histoires étranges de l'ère numérique. En janvier 2013, l'informaticien, entrepreneur et activiste Aaron Swartz s'est enlevé la vie à l'âge de 26 ans seulement. Il risquait à l'époque une sentence très sévère pour avoir téléchargé illégalement des documents du domaine public. Comment ce jeune prodige, déterminé à changer le monde, a-t-il pu en arriver là? Suivez-nous dans cet épisode captivant où nous revenons sur les faits marquants de la vie d'Aaron Swartz. Bonsoir Émile Gauthier, comment tu vas? Ça va très bien, Seb, parce que l'épisode de ce soir va vraiment être captivant. La vie d'Aaron Swartz, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle entre nous, que des membres de la communauté nous en parlent aussi. Aaron Swartz, c'est un activiste, un jeune prodige qui a commencé à coder très tôt dans sa vie, là, vraiment à un très jeune âge, et qui assez rapidement a milité pour, par exemple, le droit d'auteur, le domaine public, le droit à l'information. C'est un des fondateurs des Creative Commons, un des fondateurs de Reddit aussi, et qui a connu un destin tragique. Il y avait une sentence incroyable qui pesait sur lui et ça l'a mené au bord du gouffre. C'est un épisode un peu nécessaire, je crois, à l'ère qu'on vit en ce moment là, au niveau de la sécurité informatique puis du droit à l'information et du droit à la vie privée. Oui, avec la neutralité du web et tout le combat qui s'est passé dernièrement aux États-Unis, on trouvait ça quand même sain de ramener ce personnage et tout son legs qui vit encore sur le web. Seb, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Ce soir, on est allé vers une bonne blanche qui s'appelle la Amos Crystal White. Et elle est de la, c'est pas vraiment une microbrasserie, c'est comme une marque de bière qui s'appelle la Bétatibi, qui a été élaborée par le maître brasseur Jean-Louis Marcoux. C'est vraiment une bonne blanche qui, je vous dirais, qui est quand même quasiment comme du jus. Elle se boit, elle est pas très, comment je pourrais dire, elle est pas granuleuse ou elle est pas de... Non. Elle est vraiment, ça fait bizarre à dire, mais elle est liquide pour une blanche. Elle a pas d'ombrage. Elle est pas si trouble. Oui, exactement. C'est le bon mot que je cherchais. Et bien sûr, pour ceux qui le savent, la Bétatibi, en fait, c'est en l'honneur de la chanson homonyme de l'auteur et compositeur-interprète québécois Raoul Duguay qui nous a fait un bel œuvre que je vais On va pas la chanter. Non, exactement. Et cette bière de la semaine, elle nous a été offerte en fait par Denis Martel. Denis Martel qui est quelqu'un que je connais aussi personnellement. Donc merci Denis de la tournée de bière et je te salue personnellement. C'est vraiment apprécié. Salut Denis. Et si vous voulez faire comme Denis et nous offrir une tournée de bière, vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site web distorsionpodcast.com dans l'onglet tournée de bière. Encouragez-nous, vous pouvez nous donner des dons de 5, 10, 20 $ et même nous suggérer une bonne bière. Ça remplit le fridge de Distorsion. Oui, on en a toujours besoin pour vous raconter des belles histoires. On a aussi un shout-out, donc une review 5 étoiles sur Apple Podcast cette semaine qui nous vient de Joe Labrie, imagine-toi donc, du Canada, qui nous dit « Il rend accro. Excellent podcast. » Aussitôt un épisode d'écouter et on ne peut plus s'arrêter. Good job, les boys. Ben, merci à toi, mon Joe. C'est pour des gens comme toi qu'on fait ce podcast. Oh yeah. Je pense qu'on a tout dit, mon Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire palpitante et captivante d'Aaron Swartz? Oh yeah. Allons-y. Oui, monsieur. On se retrouve le 4 janvier 2011 à 10h30 en matinée. Des officiers du service de police du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, l'université, ils répondent à une alerte pour entrer par effraction. Ils se dirigent alors vers le bâtiment numéro 16 et pénètrent dans une petite salle exiguë là, qui est située au sous-sol, qui est une salle qui sert principalement à stocker du matériel d'entretien, mais aussi on retrouve plein de serveurs informatiques, mais c'est plutôt des genres de
Switchbox. De Switch, ouais, exact. Exactement. Là. Donc, une salle qui a quand même accès au réseau informatique. Il trouve dans cette salle un ordinateur portable de marque Acer qui est branché à un disque dur externe et qui télécharge sans arrêt des articles de presse du MIT. Vous savez, les genres d'articles universitaires. Et en fait, c'est le service qui s'appelle JSTOR qui gère cette base de données-là pour le MIT. En fait, c'est ça. Il y a un ordinateur là-dessus avec un disque dur externe qui télécharge constamment des articles de la base de données de JSTOR. Et c'est en fait ce contenu-là, c'est du contenu qui est payant, donc qu'on achète à la pièce. L'ordinateur est caché sous une boîte de carton au fond de la salle. Il est verrouillé sous le pseudonyme Gary Host ou Ghost si on rapproche le nom de famille et le prénom. Les policiers décident de tout laisser là, mais d'installer une petite caméra de surveillance afin d'observer ce qui se passe. Ça va s'avérer être une très bonne tactique. Depuis quelque temps, les gens de JSTOR remarquaient que plusieurs articles étaient téléchargés frauduleusement et qu'à chaque fois qu'ils tentaient de retracer la source, l'adresse MAC de l'ordinateur changeait, donc l'espèce d'adresse qui identifie l'ordinateur. Donc il y avait un système, un genre de script qui renouvelait l'adresse MAC à chaque fois. Juste pour préciser, une adresse MAC, c'est pas une adresse d'un Macintosh ou d'un ordinateur Apple. En fait, peu importe si vous avez un PC ou un Mac, ça s'appelle la MAC adresse. En fait, c'est vraiment un identifiant sur la carte réseau qui permet d'identifier la carte en tant que telle. Et ce numéro-là, il peut être altéré justement et on peut le modifier. Il y en a un par défaut, mais on peut l'altérer facilement pour tromper ce genre de système. Donc, les policiers installent une caméra de surveillance dans le but de piéger la personne qui télécharge frauduleusement tous ces articles-là. Quelques heures plus tard, dans la même journée, un jeune homme aux cheveux bruns foncés qui porte un long manteau, muni d'un sac à dos et cachant son visage derrière un casque de vélo, entre dans la salle subtilement. Il récupère le disque dur externe et en installe un autre rapidement. Il sort tout de suite de la salle. Les policiers ont maintenant la preuve. 2 jours plus tard, accompagnés d'un agent des services secrets, les policiers du MIT interceptent le jeune homme, toujours à vélo, sur le campus universitaire. Ils découvrent que ce jeune homme est Aaron Swartz, un programmeur et activiste informaticien âgé de 24 ans. Aaron Swartz, c'était pas un petit hacker ordinaire. Là. Je veux pas diminuer le hacker, mais c'était pas tant que ça C'était pas un hacker, en fait. Non, pas du tout, même. Non, c'était vraiment un techno-activiste, si on peut le dire. Il aimait beaucoup, on va y revenir, là, mais il aimait beaucoup utiliser l'alliage ou l'alliance de la technologie au service du citoyen et de l'information et un peu une genre d'équité. C'était vraiment quelqu'un qui avait un bon fond. On va y revenir, là, mais il a créé et participé à l'élaboration de beaucoup de concepts importants. C'est pas le plus grand génie technique en tant que tel, mais sa grande force, elle était vraiment sa compréhension du monde et ce que la technologie pouvait apporter pour rendre le monde meilleur. Même ses connaissances au niveau des communications, sa connaissance autant des réseaux sociaux, de la gestion de communauté, ont fait en sorte que c'était quelqu'un qui avait quand même un très fort côté technique, l'oublions pas, mais qui avait aussi des connaissances sociales, politiques, anthropologiques, historiques même. Oui, il s'intéressait énormément à l'histoire de l'humanité et tout ça. On le voit par son discours. Je suis certain qu'après l'épisode, vous allez aller creuser sur ce qu'il a pu dire et on le ressent bien, sa connaissance de l'humanité, de où ce qu'on était. Il comprend bien l'être humain et vraiment, je sais pas, il y a un fondement de lui qui va au-delà de... Ça semblait être un bon être humain. Oui, merci. Voilà. Seb, puisque t'es sur une lancée, là, explique-nous c'était qui Aaron Swartz? Aaron est né dans la ville de Highland Park dans l'Illinois, qui est un état du Midwest américain dont la ville la plus connue est bien sûr Chicago. C'est quand même assez près du Canada. Là. Oui, c'est tout près des Grands Lacs qui touchent le Canada aussi. Il est le plus vieux d'une famille de 3 enfants. Il a donc 2 frères. Ça devait quand même brasser 3 gars dans la famille. Là. La famille a toujours baigné dans la technologie. Le père Robert va même fonder une compagnie informatique qui s'appelle la Mark William Company, qui est connue entre autres pour avoir produit Coherent ou Coherent, un des premiers systèmes d'exploitation pour les ordinateurs IBM. Aaron apprenait très vite, même enfant, il avait une curiosité sans borne. À 3 ans, il savait déjà lire. Ça, c'est quand même impressionnant. Il aime apprendre et à enseigner. Il n'est pas avare de ses connaissances. Souvent, selon des témoignages de ses frères, il leur enseignait l'algèbre. Il a un vocabulaire. Il est très, très jeune. Il enseigne vraiment comment utiliser des variables, comment l'algèbre fonctionne. Moi, ça m'a impressionné
que son cerveau soit si brillant à cet âge-là. Il a commencé à programmer en BASIC très, très jeune. Vous savez, le BASIC est un peu le langage de programmation que les gens de l'époque ont tous un peu manipulé. Oui, j'en ai fait, moi aussi, du Toi BASIC. aussi? Ah, ben, crème, c'est bien. Moi aussi. Au secondaire. Ah, ouais, c'est bien quand même. Moi aussi, très jeune, j'ai beaucoup navigué avec le BASIC. Selon son frère, il voyait la programmation comme une sorte de magie qui peut accomplir ce que l'homme ne peut pas. Je dois avouer que moi aussi, étant un programmeur de formation, j'ai toujours trouvé, moi aussi, que l'informatique, il y avait toujours une magie. C'est un peu ce qui m'a toujours intéressé et titillé, même passionné par ça. Il aimait tellement l'informatique qu'à l'Halloween, justement, lui, c'était pas vraiment du type... c'est quand même quelqu'un, malgré qu'il s'exprime bien, qui était quand même assez timide. Il n'aimait pas beaucoup se déguiser, mais à l'Halloween, à un moment donné, il s'est même déguisé en iMac. Et on le voit, là, il est fier d'avoir été déguisé en iMac. Les premiers modèles là, en verre turquoise. Là, avec le coloré. Là. Oui, avec le genre de plastique transparent. Qu'on retrouvait dans toutes les écoles à l'époque. Oui, qui était quand même assez, disons, innovateur comme design. Et, il s'est engagé dans des clubs de programmeurs de quartier. C'était souvent un des plus jeunes, on s'entend. Là, les programmeurs, souvent, c'était à l'époque, surtout, c'était des messieurs d'un certain âge et c'était un loisir. Aaron, il se sentait bien avec eux, puis il le respectait énormément, étant donné qu'il avait beaucoup, beaucoup de connaissances et qu'il était brillant. À 12 ans, il a fondé le site theinfo.org Network. En fait, le site n'est plus existant aujourd'hui, mais c'était, selon son frère, c'était un ancêtre de Wikipédia. C'était vraiment une plateforme où les gens pouvaient aller mettre de l'information, des articles, et que à peu près n'importe qui pouvait par la suite, une fois qu'il est identifié, de modifier l'article ou de le bonifier. C'est vraiment l'ancêtre pur et dur de Wikipédia. Oui. Il a créé ça à l'âge de 12 ans. C'est tout de même impressionnant d'avoir, pas seulement en termes de compétences de programmation, parce qu'il n'y a pas tant de complexité que ça dans Wikipédia, mais c'est plus en termes de concept. Moi, c'est ce qui me fascine le plus de ce gars-là. Il est très bon dans la conceptualisation des choses. Déjà, à 12 ans, il y avait les notions d'accès à l'information, du domaine public. Mais même de l'aspect communautaire, qu'on est plus fort ensemble à créer une source d'information que chaque personne en silo. Ça, je trouve ça... C'est fou d'avoir cette vision-là à cet âge-là. Absolument. On pensait pas à ça du tout. Justement, Aaron a créé ou a participé à plusieurs innovations technologiques, entre autres le fil RSS. Vous le savez peut-être pas, mais le fil, c'est un peu à cause du fil RSS que vous êtes en train de nous écouter actuellement, parce que le fil RSS, c'est un agrégateur d'informations, en fait, et qui fonctionne justement avec iTunes ou avec votre application Google Play Music pour les podcasts. Nous, en fait, ça permet, vous, de votre application dans le fond, l'application se connecte à ce fichier-là. Nous, de notre côté, on met à jour les données du fichier qui fait en sorte de dire, nouvel épisode est arrivé, le fichier est à tel endroit, le titre, c'est telle chose, la description de l'épisode, c'est telle chose, elle dure combien de temps. On met ça sur un serveur et automatiquement, les applications de podcast vont lire ce fichier-là, vont détecter qu'il y a une nouvelle entrée de données et vont la propulser comme une notification, par exemple, et va la télécharger. C'est une des applications du fil RSS. L'autre application du fil RSS, c'est pas pour tout le monde, là, je vous dirais, là, mais c'est un agrégateur de nouvelles. Là. Souvent, les sites comme à l'époque, il y a eu Google Reader, feu Google Reader qui ont éliminé. Que j'aimais bien à l'époque. Ben oui, vraiment bien, mais maintenant, il a été remplacé. Il existait déjà, mais Feedly qui a ramassé beaucoup, ou il y a FeedSpot. Si vous êtes un fan d'information, peut-être que vous utilisez déjà ces outils-là pour agréger plusieurs sources d'informations techno et tout ça. Les sites web utilisent le fil RSS pour mettre de l'info, des nouveaux articles qui sont publiés. Et ces outils-là ces sites web-là vont aller chercher l'information automatiquement. C'est un leg, en fait, qu'il a créé. Il a participé aux spécifications de ce terme-là. Étrangement, pour conclure sur le RSS, le logo est presque comme le Wi-Fi. En fait, c'est le même logo que le Wi-Fi. Il est un petit peu penché sur le côté, comme un satellite. Dans le fond, c'est une diffusion d'informations. Je ne sais pas qui a pensé à ce logo-là, mais je trouve que c'était bien pensé, malgré sa simplicité. Il a travaillé aussi sur le site watchdog.net, qui était un média un peu en lien avec Domain Progress, qu'on va revenir un petit peu plus tard, là, qui était un média qui surveillait un peu les spectres de liberté d'accès à l'information que le gouvernement pouvait faire, là, toujours dans cette lignée-là. Il a créé l'Open Library, ça aussi, il était très jeune quand il a créé ça, c'était assez impressionnant. Et ça existe toujours, ça appartient aux archives Internet, là, les Internet Archives. L'Open Library, son objectif, lui, il voulait que tous les livres de la planète puissent être accédés à partir d'une seule plateforme.
dans le fond, mais pas nécessairement le livre en tant que tel, ben ça c'était son souhait, évidemment, mais qu'au moins que chaque livre ait une place sur le web, qu'on sache tous les livres qui existent sur la Terre. Pour lui, c'était un but. Je trouve que le but est noble. La plateforme, elle existe toujours. Tous les livres sont là. Même, je suis allé voir aujourd'hui, avant l'enregistrement, il y a des livres en PDF. Les livres qui ont plus de droits d'auteur sont disponibles. Les autres livres, par exemple, peu importe, il y a plus. Tous les livres sont pas là. Tu sais, je vois que c'est pas nécessairement un projet qui attire tant les auteurs ou il y a un effort manuel pour aller mettre les livres là, mais quand même il y a des liens vers les livres usagés Amazon, il y a toujours c'est un beau projet. Pour ça, je vous dirais, si vous avez des livres à chercher en open source, c'est quand même une place à aller, mais l'objectif encore là était extrêmement noble. Puis ça a été repris heureusement par d'autres entités. Il a participé, je vais rapidement, il a participé à Tor2Web aussi, qui est un des protocoles et qui permet d'accéder au dark web en fait, mais l'objectif du dark web c'est l'anonymat. Il a participé à ce protocole-là. Il a participé, ça c'est un leg qui est encore présent, c'est SecureDrop. Il a créé une plateforme de communication sécurisée open source entre les journalistes et les sources, les délateurs de sources. Oui. Ça, on va y revenir, mais c'est utilisé encore aujourd'hui. Et le Creative Commons, tu veux-tu nous en parler un petit peu, Émile? Les Creative Commons, ça a complètement changé la façon de voir le droit d'auteur sur le web, là, particulièrement, je dirais, auprès des œuvres visuelles. Oui. Les photos, entre autres. Moi, je fais de la photo, puis ça me concerne un peu, donc je suis assez à l'aise avec ça, mais vous avez sûrement vu ça lorsque vous faites des recherches sur Flickr, par exemple, ou même sur Google Images. Oui. En fait, vous pouvez aller voir, vous pouvez choisir la licence quand vous utilisez des images. En fait, lorsque vous faites de la recherche d'images pour quoi que ce soit, pour un projet ou un visuel que vous cherchez à faire, eh bien, vous pouvez sur Google rechercher si vous voulez votre image qu'elle soit libre de droit, si vous voulez qu'elle puisse être modifiée, qu'elle puisse être utilisée à usage commercial. Donc, tout ça, c'est les Creative Commons, c'est-à-dire que c'est pas des droits qui sont réservés, c'est certains droits qui sont réservés. Donc, on permet à l'artiste de choisir comment il veut partager son œuvre. Puis juste cette notion-là, cette licence-là qui est flexible, qui n'était pas avant. Avant, une œuvre, c'était protégé, tu ne peux pas l'utiliser. Et là, en fait, il y a peut-être des artistes que ça leur tente de partager leurs photos, leurs dessins, leur création, leur musique, tout ça. Donc, ça a complètement révolutionné la façon dont on voit les œuvres numériques partagées sur le web. Et puis Aaron était, comme tu l'as dit plus tôt, c'était le plus jeune dans ce groupe-là. Oui. Il était, je dis ça sans insulter personne, il était avec une gang de vieux bonhommes. Vraiment. Puis lui, il avait 14-15 ans, donc c'était beau de voir tous ces gens-là multigénérationnels de réunis, puis exactement, et d'écouter ses conseils. Il était tellement petit, la conférence, si vous tombez dessus, c'est vraiment drôle. Derrière son écran de laptop le cachait quasiment son visage. Donc, c'était quand même rigolo. Puis de voir les gens le regarder, l'écouter avec passion et intérêt, c'est vraiment fascinant. Aussi, Seb, Aaron est connu pour avoir cofondé le site Reddit que nous, animateurs de Distorsion, on consulte sans arrêt. Oh oui. Oui, pour faire un petit historique, Reddit a été fondé à la base par Steve Hoffman et Alexis Ohanian. En fait, à l'époque, il avait levé 100 000 de financement de l'incubateur de start-up Y Combinator. Parallèlement à ça, Y Combinator, lui aussi, avait recruté Aaron pour développer un autre projet, et le projet s'appelait Infogamy. À l'époque, c'était un outil web pour développer son site web, un peu un genre de Wix. Sûrement les gens qui ont tenté de créer un site web connaissent cette marque-là. Mais dans les années 2000, le projet a vraiment pas fonctionné, le produit a pas levé du tout. Reddit aussi avait de la difficulté à l'époque, ça levait pas, il y avait des problèmes avec les trolls, les faux comptes, etc. Et là, la communauté était quand même forte, il y avait quand même beaucoup de monde, même à cette époque-là. Oui, au début, mais il y avait vraiment un gros problème de trolls, ça nuisait à l'expérience. Et dans le fond, les mentors, ceux qui investissent dans la startup de Y Combinator, ont jumelé Aaron à l'équipe de Steve et de Alexis pour Reddit. Donc, ils sont devenus 3 et Aaron a amené vraiment une solution pour régler les trolls, entre autres, et il a amené le produit à un autre niveau. Donc, il les a aidés vraiment à amener, dans le fond, un produit qui a été vendu à Condé Nast, qui est un gros publisher, en fait. Un conglomérat. Un conglomérat, vraiment, qui ont, entre autres, le magazine Wired. Puis c'est Wired qui gérait Reddit. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui.
Mais je pense qu'ils étaient dans les mêmes bureaux. Oui, ils étaient dans les mêmes bureaux. Il y avait quand même Reddit avait son staff. Sa propre entité, OK. Quand même, là, d'une certaine façon, mais je pense qu'ils étaient vraiment dans les mêmes bureaux. Oui, ils les avaient combinés. Suite au succès de Reddit, après quelques années, ils ont eu une offre d'achat du gros conglomérat Condé Nast, comme on vous a dit. Aaron a déménagé à San Francisco à ce moment-là. Il est intégré à l'équipe. On va y revenir un peu tout à l'heure, mais ça n'a pas vraiment bien été avec lui. Juste pour vous dire que Reddit vaut aujourd'hui 1,8 milliard de dollars. Je pense qu'à l'époque, il avait été vendu à peu près 30 ou 40 millions. Ah ouais. Ouais, quand même, là. Les gars sont ressortis avec une coupe de dizaines de millions dans les poches. Et sa communauté est aussi grande actuellement que la population totale du Brésil. Fait tout de même intéressant. C'est un peu avec cette aventure avec Condé Nast et la vie à Silicon Valley qui va donner le goût à Aaron de se tourner vers l'activisme, ou du moins l'envie d'avoir un mode de vie plus libre. Il aimait pas tellement ça travailler là. Il décrit dès sa première journée de travail parce qu'on s'entend quand ils ont vendu à Condé Nast, ils ont tous eu des jobs chez l'éditeur, donc d'une certaine façon. Hein. Exactement. Puis Aaron, lui, était, je crois, programmeur. Là, il était vraiment dans une équipe de programmation. Et puis, il décrit sa première journée de travail que justement les murs et les bureaux sont gris, que l'ambiance n'est pas très bonne, que ses collègues ont l'air blasés. Pire encore, pour un informaticien, on lui a donné un ordinateur de travail préconfiguré dans lequel il ne peut rien installer. Ça, c'est le cauchemar, sincèrement, pour avoir vécu ça. Là. Être un programmeur puis pas avoir les droits d'admin complets, c'est la mort. Oui, mais c'est quand même une réalité des grandes entreprises. Mais c'est vrai que ça mais on comprend que lui était quand même à un jeune âge aussi, il avait pas tellement d'expérience là-dedans. Non plus, effectivement. Mais il s'est rendu compte assez rapidement que ça lui convenait pas tant que ça la vie corporative. Il va vraiment détester son expérience là. Il va être renvoyé pour cause que justement il a arrêté de se présenter au bureau tout simplement. Il va aussi vouloir développer un mode de vie beaucoup plus simple. C'est quelqu'un qui ne consommera pas beaucoup, il achètera pas beaucoup de vêtements, il va vivre en appart, même s'il a les moyens financiers d'acheter un condo n'importe où il veut. Même à Silicon Valley. Oui, bien sûr. Il va rencontrer sa future copine quand même chez Wired, qui est la journaliste Quinn Norton, qui devient d'abord sa meilleure amie. Ils vont faire beaucoup d'activités ensemble, beaucoup de plein air, entre autres, puis ils vont éventuellement développer une relation amoureuse. Ce qui arrive, c'est que Quinn a une petite fille, mais Aaron, malgré son jeune âge, il s'est tout de suite bien entendu avec elle, puis il a participé à la vie familiale avec sa copine et sa fille. Il va s'intéresser de plus en plus au contrôle de l'information et des connaissances. Notamment, il va fonder Open Library, donc dont tu nous as parlé tout à l'heure, en quittant un peu après avoir quitté Condé Nast, qui est un immense répertoire de livres. Et il va rencontrer aussi Tim Berners-Lee. Oui. Et ce personnage-là, en fait, c'est le fondateur du World Wide Web. Donc, c'est un peu le fondateur de l'Internet. Oui, en fait, il a développé le protocole HTTP. Le protocole HTTP, c'est vraiment le protocole qui permet à deux entités, donc deux ordinateurs, de pouvoir communiquer ensemble et de se comprendre. Et nos pages web sont basées, la communication de l'information entre nos pages web, parce qu'une page web, c'est un mélange de bits, là, de 0 et de 1. Mais pour pouvoir transférer cette information-là et la structurer correctement, il fallait un protocole. Il a développé le protocole HTTP et un peu ce qu'il mentionnait, puis j'avais jamais pensé à cet aspect-là, mais il aurait pu, au lieu de Tim Berners, voyons, j'ai de la misère avec son nom, Tim Berners-Lee, lui, il a toujours voulu justement démocratiser. Il a donné cette technologie-là pour qu'elle serve à tout le monde, parce que comme il disait, si le but de l'Internet, c'est que toute la planète y ait accès, peu importe ce qui arrive, mais il aurait pu commercialiser ce protocole-là. Et là, le web aurait été hyper segmenté, un peu, on va y revenir, mais avec les trucs de neutralité du net à la limite. Et le web n'aurait jamais été ce qu'il a été aujourd'hui, un monde ouvert comme ça. Donc pour Aaron, c'était un modèle parfait. Il y avait la même vision de vie. Il va devenir un peu un mentor d'ailleurs, vraiment, Aaron. Oui. Et puis une de ses luttes importantes, c'est vraiment l'accès au public là à des documents qui sont jugés du domaine public, qui sont en fait gérés par des entités privées. Ça, c'est le cas justement des compagnies qui gèrent les articles universitaires là, comme JSTOR. Il va écrire à l'époque sur son blog le Guerrilla Open Access Manifesto, qui est justement là, son manifeste sur l'accès à l'information. Je peux vous lire quelques notes ici. L'information, c'est le pouvoir, mais comme pour tout le pouvoir, il y a ceux qui veulent le garder pour eux. Le patrimoine culturel et scientifique mondial
publié depuis plusieurs siècles dans les livres et les revues et de plus en plus souvent numérisé puis verrouillé par une poignée d'entreprises privées. Vous voulez lire les articles présentant les plus célèbres résultats scientifiques? Il vous faudra payer de grosses sommes à des éditeurs comme Reed Elsevier. Donc, on voit le genre de ton qu'il avait dans ce manifeste. Mais c'est vrai, hein, c'était un peu ridicule. Ces compagnies-là, en plus d'édition, ne produisaient pas le contenu. C'était les chercheurs, les universitaires, et eux, ils s'en mettaient plein les poches avec ça. C'est vrai que c'est tout de même malhonnête. Il y a vraiment juste je sais pas si c'est présent dans les autres pays, mais c'est tellement typique américain. C'est un peu sur le même concept d'avoir des prisons privées. Là. Aux États-Unis, les prisons sont gérées par le privé. Donc, plus tu as de prisonniers, plus tu fais d'argent. C'est tellement incohérent avec un système carcéral qui est supposé d'être éthique. Bref, je referme cette parenthèse. Ce manifeste aurait été signé par 4 personnes, dont Aaron et Quinn, sa copine de l'époque, en 2008, lors d'un voyage en Italie. Il y a aussi un certain mouvement qui s'est décliné de ce manifeste-là, qui est le Guerrilla Open Access Movement, qui est un peu un mouvement de désobéissance civile prônant la réappropriation collective de l'information scientifique. Donc, c'est un peu une branche un petit peu plus extrême là, où Aaron s'est retrouvé avec ce manifeste-là. Là. Quand même, c'est là qu'il va un peu partir en guerre vers ces compagnies privées-là qui gèrent du contenu scientifique, là, jugé du domaine public. Sa première victime, là, ou son premier ennemi, ça va être Pacer, qui est un service centralisé d'accès public numérique qui permet aux citoyens d'obtenir différents types de dossiers de cours, donc des tribunaux fédéraux en fait. Et ce service-là est payant. Et cette compagnie-là, Pacer, là, elle va encaisser plus de 120 millions de dollars par année. Incroyable. En faisant payer les gens pour des écrits du domaine public. Encore une fois, pour Aaron, c'est vraiment scandaleux. Oui, parce que tout ce système-là judiciaire est financé par les taxes et impôts des citoyens aussi. Donc, techniquement, cette information-là, elle est supposée d'être gratuite. Oui, je trouve que contrôler l'accès à l'information à des dossiers judiciaires, ça, je trouve ça sain parce que si toi, tu as fait de la prison, tu as fait des dossiers, cette information-là, elle peut être publique, mais pas grand public. Mais d'avoir à payer pour y accéder, c'est vrai que ça fait du non-sens. Ah oui, tout à fait. Puis même selon certains membres là, du groupe à Aaron, c'est inconstitutionnel selon l'acte de 2002 sur le commerce électronique qui stipule que la Cour ne devrait jamais faire payer pour des documents. Donc tout ça semble se dérouler sans que personne réagisse et puis il n'y a pas de problème. Donc c'est une cible parfaite pour un gars comme Aaron. Quand je dis cible, là, je suis pas en train de dire qu'ils vont leur envoyer un virus, là, mais en fait, vous allez voir. Il va rejoindre une communauté là, qui recycle des articles de Pacer. C'est des gens, en fait, qui ont déjà acheté des documents puis qui souhaitent les partager gratuitement. C'est justement un site. Là. Toi, tu as déjà acheté un article scientifique, tu as envie de le partager, mais tu peux aller sur le site. À l'époque, c'était le Pacer Recycling Bin, je crois. Là. Il va travailler sur un script. Là. Il va rencontrer d'autres informaticiens dans le groupe. Et puis, son script va pouvoir être branché via les réseaux des tribunaux. Et puis, il va pouvoir télécharger là, plus de 20 millions de pages de documents tirés des dossiers de la Cour. Et il va le faire, justement. Lui et ses comparses vont même en parler au New York Times, ce qui va lui amener l'attention du FBI. Donc, après ça, eux, on s'entend, ils l'ont fait un peu dans une optique de white hat, là, de bon pirate en disant vraiment, on va utiliser cette technique-là, on va aller télécharger les dossiers de la Cour pour faire un genre de statement sur leur cause, là, qui est le droit de l'accès aux documents du domaine public. Oui, parce que c'est pas du hacking pur et dur, dans le sens qu'ils sont pas rentrés sur un ordinateur illégalement à distance. Ils ont pas piraté, ils sont vraiment allés sur l'ordinateur, c'est le moteur de recherche, puis ils ont fait vraiment un petit script que dans le fond, ce qu'il fait, il interroge la base de données, puis il accumule l'information, puis après ça, il va la collecter. C'est un peu comme quand vous faites une requête sur Google, vous voyez tous les résultats de recherche qui sont affichés, mais ces résultats-là sont selon une structure dans le document. Mais une fois que tu as compris la structure, de créer un petit script que lui navigue les pages et va chercher l'information, il n'y a aucune complexité, il n'y a aucun hacking en fait. Il fait juste utiliser le web et son intelligence pour aller chercher cette information-là.
À ce moment-là, justement, il va attirer l'attention du FBI et des services secrets. Il va même être contacté par le FBI. Il va même être suivi jusqu'à chez ses parents même. Là. Ah oui, il faisait de l'intimidation et il allait se stationner Oui. dans son entrée. C'est incroyable, hein? Moi, je trouve ça... Il n'y aura pas de charge de poser contre Aaron là, à ce moment-là, malgré son délit. Après quelque temps, là, la pression va redescendre et au cours de l'année 2010, Aaron va alors commencer à s'intéresser à un autre sujet qui sont les écrits universitaires puis aux articles scientifiques, un peu comme on en a parlé plus tôt, dont la compagnie JSTOR. Et JSTOR, on pourrait dire que ce sera son némésis d'une certaine façon. C'est ce coup-là qui va causer sa perte, qui va causer tout le chambardement dans sa vie qui va venir. JSTOR, c'est une contraction en fait du Journal Storage, qui est à la fois un système d'archivage dans le cloud, donc dans les nuages, où des publications universitaires et scientifiques se retrouvent. Donc c'est un peu comme une grande bibliothèque virtuelle. Vous avez sûrement déjà vu ça là, via vos réseaux universitaires. Et puis JSTOR aujourd'hui, c'est une société américaine à but non lucratif, mais ils font quand même. Ben oui, ils font de l'argent quand même. Ils font quand même de l'argent beaucoup. Et Seb, explique-nous un peu vers où tout ça s'en va. Là. Le 24 septembre 2010, il connecte son nouvel ordinateur portable Acer au réseau du MIT. Étant un étudiant, il peut facilement se créer un identifiant sur le portail de l'école. Il crée l'identifiant Gary Host. Étant le membre du portail, donc du portail du MIT, il a accès à l'ensemble de la base de données de JSTOR gratuitement parce que c'est offert aux étudiants donc de l'université. Puis Aaron était très près des milieux étudiants, faut le rappeler. Oui. Il me semble, très près des gens à Harvard. Il y avait un peu, étant donné là, tout ce qu'il avait accompli, c'était un ami là, des grands cercles des universités, là, malgré son jeune âge. Oui, très respecté. Un peu comme on vous disait, il n'a pas vraiment hacké l'accès, comme on vous parlait de Pacer tantôt. C'est un peu la même chose pour le JSTOR. Il n'a pas vraiment hacké l'accès à la base de données. Il a plutôt programmé, ça s'appelle un shell script dans le jargon, qu'il a programmé en Python pour nos amis programmeurs. Puis dans le fond, le script s'appelait Keep Grabbing, ou Keep Grabbing plutôt, .py, .py en fait, pour tout télécharger les documents du JSTOR les uns après les autres. C'est exactement le même processus que Pacer. La structure et les nomenclatures des documents étant logiques et incrémentales, c'était vraiment facile pour lui de créer ce petit outil-là. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Mais par contre, 24 heures plus tard, son adresse MAC, elle a été bloquée par le système. Bien sûr, ces systèmes-là, ils ont une protection naturelle. S'il y a trop de requêtes, disons, non humaines, ils sont capables ils bloquent parce qu'ils veulent pas... Ils comprennent qu'il y a un robot derrière ça. Oui, exactement. Donc son ordinateur était bloqué. Lui, pas plus fou qu'un autre, c'était pas l'adresse IP, mais plutôt l'adresse MAC, comme je vous expliquais en début d'épisode. C'est facile de se réaffecter une nouvelle adresse MAC. Il le fait, il continue son téléchargement comme si de rien n'était. Par contre, des transactions comme ça laisse des traces sur les serveurs. Hein. En informatique, il y a des logs un peu partout. Veux pas, c'est venu quand même aux oreilles du MIT, des gens des IT du MIT et du JSTOR. Ils commencent à se rendre compte qu'il y a des téléchargements illégaux. Le MIT tente de bloquer ça sans bloquer l'accès aux étudiants. Ça fonctionne pas. Aaron trouve toujours un moyen de contourner le système, entre autres encore en changeant son adresse MAC. C'est impossible de bloquer Aaron dans le processus actuellement. Même qu'à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire. Le JSTOR, pendant 24 ou 48 heures, ont même coupé eux-mêmes l'accès au MIT de toute la base de données parce qu'ils cherchaient une solution puis ils étaient un petit peu tannés de se faire pirater ou télécharger leurs documents. Malgré tout, Aaron a quand même réfléchi à une autre solution, un peu comme tu le disais, étant connu du milieu, parlant un peu à tout le monde. Il a su que dans le sous-sol du bâtiment 16, il y avait un local qui n'était pas barré. Et justement, qu'il y avait les produits d'entretien, les serveurs, les switches. Et il s'est dit, bon, mais je vais aller me plugger directement dans le réseau. Donc, je pense que l'identification est peut-être pas la même. Je pense que c'est justement une des manières que par le Wi-Fi. C'est une des manières qui permet de contourner, mais aussi que le téléchargement est beaucoup plus rapide que par du réseau direct que par du Wi-Fi. Donc, parce que j'ai l'impression qu'il sentait la soupe chaude.
s'il voulait c'est quand même long, là. Il y a près de 5 millions de documents, puis j'imagine qu'ils ont une certaine taille. Donc, pour télécharger tout ça, ça prend un certain temps. Il voulait accélérer la cadence. Donc, il s'installe là, il installe ses trucs, il fait télécharger, il télécharge son plan de match, ça fonctionne comme il veut. Par contre, ce qu'il ignore, c'est que les autorités ont découvert son installation, mais pour le coincer et avoir des preuves, ils n'ont pas arrêté les téléchargements au début. Ils ont même installé un sniffer qu'on appelle sur son ordinateur, là, un espion qui peut tracker toutes les touches que tu fais, entre autres. Et ils ont installé une petite caméra cachée en circuit fermé. Bien évidemment, il est revenu au local une fois que la caméra est installée. On le voit clairement sur l'enregistrement là, quand il rentre dans le local. C'est bien lui. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Là. Oui, facilement. On voit souvent, il met un casque devant sa tête. Il y en a qui disaient qu'il savait qu'il y avait une caméra, puis c'était pour se cacher. Moi, je pense plus qu'il enlevait son casque, puis au moment de la prise, je suis sceptique parce qu'après, on voyait son visage quand même. Il se cachait pas tout le temps. Fait que je doute que ça soit qu'il savait qu'il y avait une caméra puis qu'il a voulu se cacher. Ça a duré 5 minutes, il a changé le disque dur, il est hors cadre et il quitte le local. Comme on vous a parlé, la police avait les preuves 2 jours après. Sur le campus, les services secrets, c'est quand même intense, les services secrets, je veux dire, pour des documents universitaires publics. Là. Le MIT l'arrête, l'ont plaqué au sol, apparemment assez violemment, même selon ses dires et même les dires de son père, il a presque été battu. Ils ont tout perquisitionné, le matériel informatique chez lui, même chez ses parents, qui habitaient quand même à un autre endroit que lui. Ça va être une période quand même intense à ce moment-là. Ils vont le rentrer en prison, ils vont lui enlever ses lacets, sa ceinture, tout ça. Ils vont le foutre là, vraiment en isolement. Et puis, son cas, en fait, va quand même attirer l'attention, comme tu l'as dit, des services secrets américains qui vont presque le considérer comme un terroriste à ce moment-là. C'est fou quand même comment certains départements ont encore une perception de l'informatique qui est très... justement très porté vers le terrorisme. Oui, mais on dirait que c'est c'est de la méconnaissance là. Puis on dirait que c'est comme un legs des films hollywoodiens. Tu sais qu'on a toujours l'impression que la programmation, le hacking, les pirates informatiques, tout ce qu'on voit dans les films, comme si toute action informatique de piratage était fait par des criminels la plus grande. Ça me dépasse complètement. Mm-hmm. Complètement, c'est parce qu'ils ignorent justement le pouvoir que les pirates informatiques ont. Oui. Si Aaron a été capable de faire ça, peut-être qu'il est capable de faire beaucoup plus. Donc, il voit vraiment une menace qui est incroyable, qui dépasse probablement les intentions qu'avait Aaron à ce moment-là. L'affaire va aussi attirer l'attention médiatique là, quand même d'une manière assez importante. Et c'est là qu'il y a une citation quand même assez connue là, qui est sortie de l'histoire de Aaron Swartz, qui nous vient de Carmen Ortiz, qui était à l'époque la procureure fédérale. Et c'est sa fameuse citation, je vais vous la dire en anglais, mais c'est « Stealing is stealing, whether you use a computer or a crowbar ». Donc, voler, c'est voler, autant si tu utilises un ordinateur qu'une barre à clous. Donc, ce qui est discutable, c'est débattable quand même d'une certaine façon. Mais bon, c'est la mentalité que le gouvernement avait à cette époque-là. Avant de l'inculper, la justice va lui proposer un arrangement s'il plaide coupable. Il allait purger à ce moment-là 3 mois de prison ferme et un séjour en foyer de transition, et puis aussi 1 an en détention à domicile sans pouvoir toucher un ordinateur, bien sûr. Mais pour ça, il faut quand même que tu avoues que tu es coupable. Ben oui, que tu es coupable. Exactement. Bien sûr, Aaron va refuser l'entente. Il est non coupable de ce qu'on l'accuse et lui, il va maintenir son point là, jusqu'à la toute fin. Par contre, à ce moment-là, il va devenir de plus en plus paranoïaque puis il va s'isoler constamment. La couronne veut faire de son cas un exemple, là, c'est clair. Là. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Elle doit monter une preuve béton des intentions de Aaron, car malgré les preuves matérielles saisies, bon, les ordinateurs, les clés USB, les disques durs externes, il y a un avocat de la couronne, en fait, qui est Stephen Hyman, qui devait démontrer pourquoi Aaron avait téléchargé les documents et aussi les intentions que Aaron avait derrière ça. Et ce gars-là était quand même assez acharné. Le gouvernement désirait prouver que Aaron voulait distribuer ces données-là et peut-être même faire de l'argent avec. La couronne va alors tenter de faire chanter l'ex-petite amie de Aaron, donc Quinn Norton. À ce moment-là, il sortait avec quelqu'un d'autre, une autre activiste. Exactement. Et cette fille-là, justement, était journaliste spécialisée en technologie. Pour toute information révélée, elle se verrait garantir l'immunité.
Donc, elle trouvait ça louche à ce moment-là, même qu'il l'avait invité à aller prendre un café là, sans son avocat. Mais pourquoi avoir besoin de l'immunité si elle a rien à se reprocher? C'est ça qu'elle se disait dans le fond. Parce qu'elle avait rien à voir avec ce que Aaron a fait à l'époque. Elle était même plus en relation avec lui. Ses propres avocats lui mettaient beaucoup de pression pour qu'elle accepte l'entente, mais elle n'a jamais voulu. Et c'est là qu'elle a dit justement aux membres du gouvernement qui la pourchassaient, aux membres de la couronne, « You're on the wrong side of history ». Et ça, c'est quand même fort. Là, tu es du mauvais côté de l'histoire. Elle aura parlé, par contre, du manifeste de guérilla là, que Aaron avait écrit plus tôt. Et puis, c'est là que les choses vont se gâcher un peu parce que ça a été d'une certaine façon une erreur de lui parler de ça. Parce que ça les a pointés vers le discours qui était pas au courant que Aaron disait en 2008. Là, donc, exactement. Et c'est le manifeste dont on vous a parlé un peu plus tôt sur son blog. Donc, aussitôt que la couronne va entendre parler de ça, ils vont voir en Aaron encore plus là, un potentiel terroriste. Là. Avant son procès, il devient une référence pour les médias en matière d'Internet. Donc, malgré tout, là, on va quand même demander souvent son opinion dans les journaux télévisés, par exemple, sur telle attaque de sécurité ou différentes situations Internet. Il va quand même demeurer un certain expert en la matière. Son message va faire écho là, partout aux États-Unis, et dans le monde entier. Le 14 juillet 2011, et c'est là qu'en fait Schwartz va entendre parler de ses chefs d'accusation et il va être inculpé là, par la Cour fédérale de 4 chefs d'accusation. Il fait face à ce moment-là à 1 million d'amendes ainsi que 35 ans de prison et à ce moment-là, il est libéré sous caution, là, sous une caution de 100 000 $ quand même. Quand même, hein? Une chance qu'il est riche, hein, qu'il a pu le payer de lui-même. Même à la base, je me demandais s'il avait fait une levée de fonds pour ça, mais non, il a vraiment payé de ses propres poches la caution. Donc, ça fait quand même peur quand t'as ça qui te tombe dessus, 35 ans, quand t'as ça qui... En fait, c'est pas nécessairement... Il y a pas... il y a pas à les purger, mais c'est ce qui l'attendait dans son procès à venir. Là. Donc, ça fait quand même assez peur. Le même jour, JSTOR, vous savez, le propriétaire, en fait pas le propriétaire, mais la banque de données qu'il a piraté, retire sa poursuite contre Schwartz et met fin à ses poursuites. La raison officielle est qu'eux autres, ils voulaient pas être mêlés à ça. En déclarant qu'une fois que Schwartz a retourné les documents, elle n'avait aucun intérêt à ce que ça devienne un dossier juridique en cours. Donc, eux, ils ont un peu tapé ses doigts à Aaron et lui ont demandé de leur remettre leurs documents. Il l'a fait et puis pour eux, ça s'arrête là. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que le gouvernement, eux, maintiennent leur position en raison de la loi sur la fraude informatique et l'abus. Qui, pour eux, en fait, étant donné que Aaron a violé les termes et conditions de la base de données, ça devient un cas de poursuite criminelle. Donc, eux, ils lâchent pas le morceau et ils continuent avec leur potentiel 35 ans. Le 12 septembre 2012, les procureurs ajoutent 9 chefs d'accusation aux 4 déjà présents, dont fraude électronique, accès non autorisé à un ordinateur et fraude informatique. Sa défense a coûté des millions de dollars en frais d'avocat, selon son père. Puis justement, Seb, ce fameux Stephen Hyman, l'avocat de la couronne, là, parle-nous-en donc un petit peu. C'est tout un personnage qui a même eu de l'attention médiatique, je crois. Oui, vraiment. Stephen Hyman, ce procureur de la couronne qui semblait vraiment vouloir personnellement à Aaron, a déclaré ne pas avoir apprécié du tout un communiqué de presse qui avait été diffusé par la fondation Domain Progress, on va y revenir, qui a été fondée par Aaron. Et en fait, dans le communiqué de presse, il ridiculisait un peu la poursuite à laquelle il faisait face. Et ça, veut pas, ils ont pas apprécié du tout ça. Et j'avoue que c'est un peu juvénile comme action de la part de Aaron d'avoir fait ça. Mais je pense qu'Hyman va se mettre à scruter la vie en ligne d'Aaron, dont justement tous les blogs, les articles, un peu comme on vous parlait, le manifesto, mais Aaron s'est répandu partout. Là. Il y avait une présence informatique. Oui, c'est ça, une ubiquité là, quasiment numérique. Là. Il était sur beaucoup de plateformes pour discuter et débattre de toutes ses valeurs et ses positions. Il devient comme un peu un pirate terroriste face au juge, un peu comme on vous disait. Là. Ça l'a amplifié encore plus l'image qu'il avait. Là. Je trouve que c'est quand même exagéré, sachant qu'Aaron est extrêmement pacifique. Il ne veut que le bien de l'humanité. Mais justement, ce procureur-là
Étrangement, il y a un autre hacker qui s'est suicidé oui. sous son règne. En 2007, Jonathan James est accusé d'avoir piraté le système informatique de nombreux magasins tels que Barnes & Noble, Forever 21, Wholesale Club, etc. Mais un vrai piratage. Là. Il a récupéré des informations bancaires de plusieurs milliers de clients. Bien qu'il a toujours nié avoir participé au hacking, les autorités ont fouillé sa maison, celle de son frère, de sa copine. Ils n'ont rien trouvé qui pouvait le relier au piratage en tant que tel. Mais malgré les accusations ont toujours continué. En mai 2008, Jonathan James se suicide et précise dans une lettre que c'est un moyen pour lui de reprendre le contrôle, car il sera toujours accusé à tort des actes qu'il n'a pas commis. C'est assez incroyable que ce pirate-là en est arrivé là. Jonathan James, j'en ai pas parlé là, mais il a déjà été, il a piraté la NASA. Il y a eu d'autres dossiers de justice contre lui qui va peut-être même mériter une mini disto, je vous dirais, parce que le personnage est tout de même intéressant. Mais c'est tout pour montrer la pression de la justice. C'est pas bien ce qu'il a fait, mais malgré qu'il nie l'avoir fait, puis il n'y a même pas de preuves, mais tout d'un coup que c'est pas lui qui le fait, malgré ça, la pression de la justice l'a quand même amené au suicide. C'est tout de même incroyable. Toujours sur la même personne. Parce qu'ils font face à des peines qui sont extrêmement sévères. On l'a vu aussi dans notre épisode sur Silk Road. Oui, ben oui. Bon, l'alphabet. Là, on n'est pas dans la même catégorie, là, dans le sens qu'on s'entend, il s'est vendu des matières illégales sur Silk Road. Ça n'a rien à voir avec ce que Aaron a fait. Là. Mais toi et moi, Seb, ne sommes pas juges, là, mais quand même... Les peines sont assez astronomiques là, dans ce domaine-là. On sent que le piratage informatique, ça fait peur au gouvernement américain. Vraiment, puis même que les peines sont presque similaires. Puis je trouve que celle de Silk Road, elle vaut... je la trouvais trop lourde, mais à la limite, elle était un petit peu plus cohérente que celle de Aaron là, pour le crime qui a été commis. Là. On s'entend. Là. Silk Road, si vous n'avez pas déjà écouté cet épisode-là, ça vaut la peine d'aller le télécharger. Et puis le MIT dans tout ça. Oui, le MIT, en fait, c'est toujours un peu particulier, la position de l'école. Ils ont toujours été blâmés dans ce dossier-là parce qu'ils n'ont jamais vraiment rien fait de concret pour empêcher, disons, ou du moins, ils n'ont jamais soutenu Aaron dans ce dossier-là. Puis c'est un peu contre... supposément leur valeur et leur éthique de se soutenir de se soutenir là-dedans, surtout que l'acte n'était pas eux-mêmes le disaient que c'était pas l'acte le plus criminel, le plus grave au monde. Malgré tout, ils ont voulu se détacher de ça et rester neutres. Ils ont fourni toute la preuve qu'il avait aux autorités sans plus en fait. Quelles sont ses véritables intentions? Parce qu'il faut se questionner aussi, puis la Cour n'a jamais pu finalement, étant donné qu'Aaron s'est suicidé avant qu'il y ait vraiment un procès, on n'a jamais pu, même la Cour n'a jamais pu vraiment démontrer les véritables intentions. On les a jamais su de la bouche de Aaron, ses véritables intentions. Du temps qu'il était à Stanford, justement, il avait téléchargé une base de données juridique qui s'appelait la Westlaw pour un projet d'études en droit. Puis en croisant les données, il était très bon dans ces amalgames-là. Il avait établi des connexions troublantes. Il avait justement démontré qu'il y avait des sociétés à but lucratif qui donnaient de l'argent à des professeurs de droit pour rédiger des articles juridiques qui leur étaient favorables. Fait que déjà là, plus jeune, il avait trouvé une corruption dans le système par l'analyse de données. Selon certaines personnes, peut-être qu'avec son analyse des documents qu'il avait récupérés du G-Store, il aurait pu faire des liens entre justement un peu le même stratagème, mais des études qui auraient été biaisées sur le réchauffement climatique, entre autres. Il était très intéressé par croiser des données là, du big data ensemble pour faire des liens entre des institutions, des gouvernements, des transferts et tout ça. C'était fascinant là, comment il pouvait justement croiser des données très intéressantes. Oui, puis arriver à des conclusions louables. Là, puis sans ce croisement de données-là, c'est vrai que tu peux pas arriver à ces conclusions-là. Donc, il y avait certaines personnes qui avaient peut-être ce fondement-là aussi, pourquoi il y avait autant de pression, parce qu'on ne sait jamais, en particulier aux États-Unis, la pression financière a beaucoup de pouvoir, hein, peu importe le palier, que ce soit politique ou juridique. On se rend compte que les ficelles, c'est l'argent qui tire... Bon, c'est des êtres humains. Là. C'est l'argent qui tire les ficelles. L'autre de ses intentions, en fait, puis je trouve que c'est sûrement la plus louable, c'est de donner l'accès à ces articles-là à des pays de développement, ou du moins, parce que pour lui, le savoir, puis il a raison, là, il était utile à ces pays-là qui n'ont pas nécessairement cette connaissance-là, qui pourrait les aider à devenir
disons, des meilleures démocraties, des meilleurs pays. Selon moi, son seul désir, c'était vraiment de donner l'accès à des choses qu'il considère du domaine public. Tout simplement, il n'a jamais voulu faire de sous avec ça ou quoi que ce soit. Là, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses là, sur ses véritables intentions. On les connaît pas, mais au-delà de vouloir faire bien les choses. Ben, je serais très surpris que Aaron Swartz ait des intentions pécuniaires liées à l'argent. Je veux dire, il menait un mode de vie hyper simple malgré le fait qu'il était quand même en moyen et que sa famille aussi était quand même de classe moyenne. Pour moi, là, je ne crois aucunement que c'était ça ses intentions. Je pense que, comme tu dis, c'était dans le but de servir un peu son but de partage d'informations, puis de mettre à disposition un peu un Robin des Bois des données scientifiques et des données publiques. Absolument. À la limite, c'est ses compétences. Ben, en fait, ça a toujours été un peu ça. C'est pas nécessairement ce qu'il a pris, mais c'est vraiment l'action, les compétences en arrière de ça qui faisaient le plus peur. Puis c'est quelques mois plus tard, en fait, en janvier 2013, que Aaron va se suicider dans son appartement de Brooklyn où il vivait à cette époque-là. Et puis vraiment, sa mort ne passera pas sous silence. Il va avoir vraiment un grand mouvement de sympathie, de tristesse partout sur Internet. Vraiment, il va y avoir des mouvements de blackout, là, donc des sites qui vont mettre des images spéciales là, sur leur homepage afin de donner hommage à Aaron d'une certaine façon. Il va y avoir énormément de protestations, de pression sur le MIT. On l'a dit, JSTOR avait retiré ces poursuites. De leur côté, ils ont même publié un communiqué sur leur site web leur disant respécifiant que c'est bien le gouvernement qui a choisi de poursuivre la poursuite envers Aaron Swartz. Donc, ça va vraiment être un mouvement d'extrême tristesse sur le web. Il y a plusieurs personnalités du monde de l'informatique, là, des gros noms qui vont être vraiment en deuil suite à cette journée-là. Moi-même, quand j'ai appris ça a été une journée très triste. Là. Moi, je suis toujours triste quand il y a un talent comme ça, quand il y a quelqu'un qui a le potentiel de changer le monde. Oui, en fait, il l'avait déjà un peu changé le monde. Il l'a déjà fait, oui. Mais imagine plus tard, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est un futur génie potentiellement. Et de voir que, en fait, d'une certaine façon, il a mal utilisé son talent. Donc, pour moi, ça me rend très triste de voir ça, des gens qu'on perd comme ça pour des erreurs ou pour des... Je veux pas dire que c'est une niaiserie, là, mais... non, mais c'était pas nécessaire dans sa vie, là, d'en arriver là, dans son combat. C'est un peu une erreur qu'il a fait malgré tout. Ben, il aurait pu faire cette erreur-là, puis il aurait pu, s'il n'y avait pas eu... oui, bien sûr. Tout ça est tellement excessif, il aurait pu juste avoir... Tu sais, à la limite, il aurait pu juste être expulsé du MIT, tu sais, tout simplement. Oui, ben oui. Sans plus, là, je veux dire... Une amende. Télécharger des PDF, tu sais, je veux dire, à la limite, c'est tellement banal que... C'est clair. C'est beaucoup trop gros, là. C'est à la limite, je trouve que oui, tu sais, il a poussé le bouchon, là, tu sais, de se cacher, tu sais, il faisait quand même quelque chose d'illégal, il le savait, là. Mais c'est vraiment les conséquences qui sont tellement lourdes, qui l'ont amené dans une dépression profonde. Il s'éloignait, il s'isolait de tout son entourage. Il devenait paranoïaque aussi quand t'as le FBI et les services secrets chez tes parents qui te suivent. C'est clair que la pression est forte. Puis tu peux plus voir, t'as plus de perspective d'avenir. Là. 35 ans, c'est long, là. De prison. C'est vrai que ça doit être plus difficile de prévoir et de planifier un futur dans un contexte comme ça. Donc, puis la pression était tellement forte sur lui que je suis convaincu qu'il n'aurait pas gagné non plus en cours. Il y aurait sûrement eu cette sentence-là, ou du moins quelque chose de similaire. Puis je suis certain qu'il le sentait. C'est pour ça qu'il a commis ce geste-là. Il voulait en faire un exemple, là, clairement. Vraiment, il voulait montrer un symbole là, aux pirates informatiques en disant aussitôt que vous essayez de percer un de nos réseaux, même si c'était pas un réseau gouvernemental, justement, on est prêt à poursuivre puis aller jusqu'au bout. Si on peut en tirer un côté positif, c'est que Aaron, de son vivant, a quand même livré plusieurs combats et a quand même laissé
un leg assez important. Je dirais que malgré là, sa mort là, qui date de 5 ans, son esprit est toujours très, très présent sur Internet. On l'a parlé un peu plus tôt, le fil RSS, c'est pour ça que vous nous écoutez. Reddit, qui en ce moment est un des piliers du web, qui est un des sites qui génère le plus de trafic. Tu en as parlé un peu tout à l'heure de Secure Drop aussi, Seb, qui est utilisé par des tonnes de médias dans le monde pour gérer justement les sources, les relations entre les journalistes et les sources, dont Radio-Canada, la CBC, aussi le New York Times, BuzzFeed. C'est quand même très, très utilisé. Demand in Progress aussi, qui est une fondation là, qu'il a fondée lui-même à l'automne 2010, qui est une organisation activiste en ligne là, qui se battait entre autres contre la SOPA, qui est la Stop Online Piracy Act. Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail, ça. Ben tiens, allons-y donc maintenant. Oui, grâce à sa fondation Demand Progress. En fait, la SOPA, c'était en 2012. C'est un projet de loi des républicains à l'époque qui voulait, en fait, l'intention était pas nécessairement mauvaise. Là. C'est vrai qu'il y avait un problème de piratage un petit peu plus présent qu'aujourd'hui avec les plateformes de streaming. Il est beaucoup moins présent. Mais le problème de cette loi-là, c'est qu'elle allait beaucoup trop loin dans les pénalités ou les conséquences qu'elle pouvait donner. Donc, par exemple, je donne un exemple simple, il y aura un forum de discussion X là, qui parle de voitures, mais un des membres, par exemple, aurait mis un lien vers un site, vers un film X piraté, mais automatiquement, ce forum-là pourrait être bloqué des moteurs de recherche, perdre ses revenus publicitaires à cause qu'il a amené qu'un utilisateur de son forum a mis un lien qui est vers un site externe qui contient le film. Donc, vous voyez un peu l'étendue que ça peut prendre, c'est que eux, ils appelaient ça de la censure numérique parce que ça donnait trop de latitude à n'importe quelle action qu'on jugeait comme du piratage. Et là, on pouvait faire fermer des sites web, faire fermer des passerelles de paiement. Il y a avec de PayPal qui parlait, il y avait vraiment les désindexés de Google. Donc, ça avait vraiment une portée qui était beaucoup trop grande pour ce qu'est le net et cette neutralité qu'on essaye tant bien que mal de conserver. Justement, avec Demand Progress, c'était à l'époque que Aaron, quand Aaron a mis ça en place et quand il est mort, là, il n'y a pas tant d'écart que ça entre les deux. Durant tout son combat, il y avait quand même déjà 500 000 membres. Maintenant, ils sont rendus à 2 millions. C'est vraiment ce genre d'organisme-là, je trouve qu'ils ont leur nécessité dans une société comme ça, là. En particulier aux États-Unis, là, je trouve encore comme avec la neutralité du net, là, parce que ça, c'était comme un peu une pré-loi à la neutralité du net qui a été beaucoup débattue en 2017, entre autres. Là. Qui nous guette encore, parce que moi j'ai l'impression que si Aaron était encore avec nous, en fait, il lutterait sûrement pour la neutralité du web. Puis ça aurait, un peu comme tu me disais, hors d'onde, ça aurait même changé le cours de l'histoire. Peut-être que son pouvoir et son influence auraient pu influencer autrement les décisions qui ont été prises dernièrement, que justement la neutralité du net au niveau fédéral ne sera plus dans la loi en tant que telle. Donc, il n'y aura pas d'obligation aux fournisseurs d'accès Internet de maintenir une neutralité du net. Donc, pour vous donner un exemple plus concret, Netflix pourra pas, si par exemple Netflix aurait une entente avec Vidéotron, mais il pourrait pas donner une meilleure bande passante aux gens de Vidéotron au lieu de ceux de Bell, par exemple. Mais actuellement, aux États-Unis, maintenant, les compagnies vont pouvoir faire ça. Il n'y a rien qui a changé dans le concret. Là. Il n'y a pas eu... il y a rien que... Donc, les compagnies n'ont pas utilisé ce droit-là actuellement, mais ça ouvre quand même une porte. Ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe. J'espère qu'on n'ira pas là. Puis même que l'État de Washington, eux-mêmes, ont mis une loi, sont en train de vouloir déposer une loi pour que à Washington, la neutralité du net soit appliquée. Ça, je trouve ça quand même intéressant que au niveau des États, ils peuvent avoir cette liberté-là, ou du moins et je salue Washington d'avoir eu d'avoir été proactif là-dedans, puis de vouloir, eux, dans leur État, d'appliquer la neutralité du net, ce qui, selon moi, c'est la base du fondement d'Internet. Je ne sais pas si Aaron aurait pu vraiment faire changer les choses parce qu'il y a eu énormément de pouvoir politique, même des grosses compagnies là, qui n'ont aucun intérêt. Les compagnies Google, Facebook, Netflix n'ont pas d'intérêt à avoir une neutralité, neutralité du net. Mais bon, ça peut être... On ne saura jamais. On ne saura jamais, non. Mais ça. Quand même, j'ose croire que c'est sans doute un combat qui l'aurait intéressé. Ah, vraiment, vraiment.
On se rappelle aussi que ces années-là, les années de Aaron ont été, là, entre autres, le 2011 a été une grosse année pour les activistes. Ouais. On se rappelle que la page couverture là, du Time Magazine, la personne de l'année, le Person of the Year, c'est le protesteur, ouais. Donc le protestant qui était en page couverture avec une magnifique œuvre là, de O.B. Et puis... donc, c'était des années vraiment où ça brassait au niveau du web. Par contre, je dirais qu'un de ses plus grands legs à Aaron Swartz, c'est la Aaron's Law, donc la loi d'Aaron, qui est une loi qui est passée au Congrès peu de temps après sa mort, qui réforme la loi qui a servi à condamner à Aaron. Donc, c'est quand même un important progrès, là. Donc, cette fameuse loi sur la fraude informatique et l'abus, maintenant ne compte plus les violations des termes et conditions comme une violation de la loi. Donc, c'est-à-dire que si tu vas sur JSTOR et que tu coches le fameux « j'accepte les termes et conditions » et puis que tu les violes, en fait, la compagnie aurait des recours contre toi, JSTOR aurait des recours contre toi, mais ça ne devient plus nécessairement criminel. Donc, la couronne n'a plus n'a pas à te poursuivre si tu as violé les termes et conditions. Ouais. Je présume que ça a des limites, là, oui, on s'entend. Là, mais... C'est ça, je vous ferai pas la lecture de toute la loi, mais en gros, les raisons qui ont fait en sorte, là, selon cette loi-là, les chefs d'accusation qui pesaient sur cette loi de fraude et d'abus informatiques ont été enlevés, là, donc ont été réformés, et maintenant, quelqu'un qui fait exactement la même chose qu'Aaron n'aurait pas la même peine qu'Aaron, évidemment. Ce qui fait du sens. Et je pense qu'on a fait le tour, Seb, de toute la chronologie. Oui. Il y a un peu moins de mystère cette fois-ci, mais c'est une histoire, je trouve, qui est passionnante, qui touche l'ère numérique, qui touche aussi nos droits fondamentaux d'une certaine façon, notre droit à l'information. Ouais. Et puis, on s'était fait suggérer l'histoire de Aaron Swartz à maintes reprises, mais quand même, on est à distorsion. Donc, il y a une théorie distordue. Oh oui! Oh oui, parce que... Qu'est-ce qui serait arrivé si, imaginez-vous donc que Aaron ne s'est peut-être pas suicidé, qu'en fait, ça c'est peut-être complètement une orchestration du gouvernement et Aaron aurait peut-être été sur le point de révéler un réseau de pédophiles contrôlé par l'élite du MIT. Donc, il y a une théorie qui circule à ce niveau-là, qui est quand même... qui est une loophole assez incroyable. Oui. Quand on commence à creuser, là, c'est assez incroyable jusqu'où on peut se rendre parce qu'il y a quand même des connexions qui se font avec, je pourrais dire, certains membres là, du Media Lab du MIT et le monde là, de la pédophilie informatique. Là. Oui, et même il y avait parce que JSTOR, ça appartenait à l'époque à une autre compagnie éditrice, puis il y aurait aussi dans les dirigeants de cette compagnie-là des gens qui seraient impliqués dans ce cercle de pédophiles-là. J'ai commencé justement à fouiller là-dessus, puis un peu comme Émile disait, tu tombes dans une boucle, parce qu'un des dirigeants, entre autres, du MIT, qui avait un genre de projet de fournir des ordinateurs à $100 dans les pays en voie de développement. Mais il y a une grosse polémique, entre autres, autour de ça. C'est que justement, sur ces ordinateurs-là, il y aurait du matériel éducatif, mais le matériel éducatif avait souvent une connotation à de l'enseignement sexuel à des plus jeunes. Donc, ils utilisaient ça, entre autres, pour... ce n'est que des rumeurs, mais qui utilisaient ça, entre autres, pour un peu changer le mode d'éducation dans les pays en voie de développement et pouvoir abuser de ces envers-là. Mais ça, ce n'est qu'une parcelle de ce gros réseau-là qui supposément existe depuis toujours, là, même... ça fait quasiment, de la manière que je lisais, le MIT et les dirigeants du MIT sont dans, peut-être sûrement pas tout le monde, là, mais une grosse partie dans un réseau de pédophiles depuis tellement longtemps que c'est vraiment troublant quand tu lis tout ça, puis toutes les implications après ça que ces gens-là ont eu avec toutes sortes de programmes pour les enfants. Donc, je sais pas si c'est réaliste, mais ça fait beaucoup de sens. Vous pouvez la googler, là, il y a un long texte d'un Asiatique ou d'un Japonais qui a fait vraiment tout ce rapprochement de théories-là. Puis même moi, à un moment donné, ça devient difficile à suivre parce que justement, il y a tellement de noms qu'il faut que tu replaces un peu l'arbre, là. Mais ça fait du sens. Puis même, il indiquait que la manière qu'il se soit pendu, ça a l'air que physiquement, ça serait quasiment impossible qu'il se serait pendu lui-même de cette façon-là. Okay. J'avais lu ça aussi dans les théories de conspirationnistes là, qui disaient que c'était justement un suicide orchestré par l'État. Donc, parce qu'on nous dit que, en fait, selon cette théorie-là,
Aaron n'aurait pas tout fait ça pour des documents universitaires. Apparemment qu'il aurait mis la main sur potentiellement même des vidéos, potentiellement d'autres types de données. Et les gens qui croient à ça, en fait, vont dire, ça se peut pas qu'il soit rentré dans un local comme ça, là, juste pour télécharger des documents informatiques. C'est clair qu'il y avait plus derrière ça. Puis c'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait pression et aurait même orchestré sa mort d'une certaine façon. Ouais. Ben ça se peut. Sauf qu'on on a aucune preuve de ça. Puis on tombera dans les théories du conspirationnisme, mais pourquoi pas? Sa mort est tellement, malgré que je pense que la pression qu'il a subie, mais peut-être que lui le savait. S'il avait découvert pour vrai ces documents-là, c'est sûr que ça n'a jamais été mis au grand jour. Si c'est vrai, ça lui a mis encore une pression supplémentaire, j'imagine, ou du moins une crainte qui pouvait être plus justifiée. Mais ça, on le saura vraiment jamais, là, à moins que quelque chose sorte au grand jour. Mais j'ai tendance à croire quand même que, connaissant les recherches que Aaron a fait dans le passé, c'est-à-dire qu'il était très orienté vers le domaine public, vers l'accès à l'information, son piratage d'avant ou sa cible d'avant, c'était Pacer qui maintenait des documents de cours. Donc, pour moi, ça fait plus de liens qu'il recherchait vraiment à télécharger des documents universitaires. C'est plus dans la lignée de la logique, si on veut. Parce qu'il n'y a rien dans le passé, dans le sens que Aaron s'est jamais intéressé aux pédophiles via ses blogs. Ça n'a jamais été un combat. Donc, je serais surpris que tout d'un coup, il ait switché complètement de focus pour s'orienter là-dedans. Mais bon, à chaque fois que quelqu'un meurt, qu'un activiste meurt, il y a toujours un peu une part de complot là-dedans. Toujours. Je crois qu'on a fait le tour, mon cher Seb. En fait, ça fait du bien de traiter d'un sujet un petit peu plus informatique ce soir. On espère, chers auditeurs, que vous avez bien aimé ça. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur notre groupe de discussion sur Facebook. On est facile à trouver. Et puis, Seb, je présume que tu as sans doute un mot de la fin pour nous ce soir. En ton honneur, Aaron, Distortion wants to make the world a better place. Oh, yes.